encore vive, 20 ans après les faits, et celle d'une mémoire longue, partisane ou confuse, entre religion, passion, raison, au XIXe siècle notamment, où la popularité d'Abélard est à son apogée. Je commencerai tout d'abord par la mémoire immédiate avec le concile de Sens, qui, semble-t-il, confirme ou supplante 1121 dans les mémoires. En quête de sens, 1140 ou 1141, la date est discutée, a-t-il éclipsé très vite 1121 dans les mémoires et les écrits? Plusieurs raisons peuvent être invoquées. Pour rappel, le concile de Sens, c'est la deuxième condamnation pour hérésie pour Abélard. Alors, cette deuxième condamnation, beaucoup plus célèbre, qui a laissé beaucoup plus de traces, il y a un effet de source incontestable qui peut nous laisser penser à tort que Soissons a été vite oublié. Cette dissymétrie documentaire entre les deux conciles, deux sources pour Soissons, le procès en hérésie le mieux documenté du XIIe siècle pour Sens, est aussi le fait du contraste des protagonistes. Ainsi, l'affrontement entre Abélard et Bernard de Clairvaux, véritable antagonisme entre deux géants de la pensée religieuse de la première moitié du XIIe siècle, représentants de l'école et du cloître, a légitimement retenu l'attention des historiens. A l'inverse, à Soissons, Abélard ne semble pas, allons croire, avoir eu d'adversaire à sa hauteur. Et c'est la conjonction de la lâcheté des autorités religieuses et des intrigues des envieux qui explique selon lui sa condamnation. C'est peut-être d'ailleurs la troisième raison de l'oubli supposé rapide de ce concile de Soissons, le fait qu'il est synonyme de parodie de justice ecclésiastique, même s'il est difficile de savoir si c'était déjà ressenti de la sorte du vivant d'Abélard. Last but not least, l'ampleur de la réunion conciliaire est le dernier argument en défaveur de Soissons, dont le synode provincial ne fait pas le poids face au concile de Sens, qui, en réunissant quelques poids lourds de l'histoire, à l'échelle de la chrétienté, pèse sans commune mesure par rapport au concile de 1121. Ainsi sont présents à Sens le comte Thibaut de Champagne, protecteur d'Abélard, Thibaut II, le nouveau roi de France, Louis VII, de l'entourage duquel Étienne de Garlande, qui protégeait Abélard, ne fait plus partie, mais également Bernard de Clairvaux, au four et au moulin pour obtenir la condamnation d'Abélard. Enfin, le pape Innocent II, bien qu'absent du concile, met fin aux derniers espoirs du condamné, qui a interjeté appel à Rome pour faire appel au pape pour qu'il annule la condamnation. Celui-ci, par une bulle pontificale, confirme la sanction doctrinale. Alors, qu'est-ce qui a sens, est en germe à Soissons? Eh bien, il semble bien que Soissons soit évoqué comme un dangereux précédent. L'hérétique étant celui qui s'obstine dans l'erreur. L'erreur est humaine, mais persévérer est diabolique, disait saint Augustin. L'hérétique étant celui qui s'obstine, il semble bien que cet argument de poids ait été utilisé à 20 ans d'intervalle. Les évêques réunis à Sens écrivent au pape Innocent II en sévère réquisitoire contre Abélard. Je cite: « Scrutateur de la majesté divine, fabricant d'hérésie, il avait déjà fait un livre sur la Sainte Trinité, mais celui-ci a été soumis au feu par le légat de l'Église romaine, car l'iniquité se trouvait en lui. Il est maudit celui qui reconstruit les ruines de Jéricho. Ce livre a ressuscité d'entre les morts, et avec lui, les hérésies qui s'étaient endormies se sont réveillées et sont apparues à un grand nombre. » Contre l'orgueil, un des 7 péchés capitaux qu'on reproche souvent aux hérétiques, c'est peut-être aussi un lieu commun. C'est bien la fabrique de l'hérésie qui va être reprochée à Maître Pierre avec son livre, qui, tel l'hydre de Lerne, ou plutôt la bête de l'Apocalypse, voit ses têtes sempiternellement repoussées.
L'habit ne fait pas le moine. Abélard n'en est pas digne, selon Bernard de Clairvaux, qui le qualifie de moine sans règle. Il est réduit définitivement au silence, et la plupart des 19 propositions attribuées à Abélard et condamnées par le concile de Sens concernent la Trinité, à l'instar de son ouvrage à Soissons. Alors est-ce que c'est Guillaume de Saint-Thierry qui a alerté Bernard de Clairvaux du danger que représente Abélard à ses yeux, qui est vraisemblablement présent, on n'en est pas sûr, 20 ans auparavant à Soissons, qui fait le pont entre les deux conciles et les deux accusations, c'est possible. Il faut dire que Sens porte un rude coup à la postérité abélardienne en jetant un discrédit durable sur son œuvre, bien qu'il irrigue de manière souterraine certains débats théologiques médiévaux ultérieurs. Bref, si la mémoire n'a pas gardé grande trace de 1121, au contraire de Sens qui semble enterrer Soissons, Abélard et sa postérité immédiate, il semble pourtant que cette réduction au silence soit une victoire à la Pyrrhus pour Bernard de Clairvaux, et que son succès se soit changé peut-être en défaite au fil des siècles, notamment au XIXe siècle, où le maître des écoles parisiennes semble bien tenir sa revanche posthume sur l'abbé de Clairvaux et ses opposants. Rira bien qui rira le dernier. Alors la mémoire lointaine, pourquoi le XIXe siècle? Il ne s'agit pas de dresser un tableau exhaustif, mais plutôt de prélever des échantillons. Au XIXe siècle, qui fut le siècle d'une certaine abélardophilie, si vous me permettez ce néologisme. En effet, il est l'occasion de faire de lui, de manière abusive, un précurseur de la liberté de penser face à l'obscurantisme clérical, dans un double contexte. D'une part, la désacralisation de l'Église en tant qu'institution, et la déchristianisation, suite notamment au coup de boutoir de la Révolution française qui, par certains excès, voulut faire table rase du passé chrétien de la fille aînée de l'Église. D'autre part, le romantisme, sensible à la dimension tragique des amours d'Héloïse et Abélard, sensibilité exacerbée notamment depuis la nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau, publiée en 1761, dont le transfert de leurs restes mortuaires au cimetière du Père-Lachaise en 1817 est le symbole. Alors cette mémoire au XIXe siècle oscille, et je vais terminer là-dessus, entre passion et raison. La passion, mais aussi la religion. Outre que le tombeau de style néogothique, que l'on peut encore admirer aujourd'hui, atteste du fait que le XIXe siècle fut bien un temps de la sublimation en couple légendaire des amants éternels, séparés de leurs vivants, réunis dans la tombe, et ce malgré maintes péripéties, il fait aussi une allusion directe au concile de Soissons. En effet, figure sur un des côtés du tombeau la reproduction de l'oraison de la 26e abbesse du Paraclet, Catherine de la Rochefoucauld. Abbesse, alors j'ai trouvé des dates un petit peu différentes, mais vraisemblablement entre 1693 et 1715. Les promeneurs curieux du XIXe siècle pouvaient la lire. Et en bonne protectrice de la mémoire de son père fondateur, elle y défend post-mortem l'orthodoxie d'Abélard. La fondation de l'abbaye du Paraclet, dont Héloïse fut la première abbesse en 1130, est vue comme une réponse d'Abélard à sa condamnation. Dans l'histoire de nos malheurs, celui-ci prit grand soin de justifier sur plusieurs pages le choix de ce curieux patronage, l'esprit Paraclet, le consolateur, par crainte probable d'avoir de nouveaux ennuis avec ses censeurs. Mais pourquoi la reproduction de cette plaque de marbre au début du XIXe siècle? À une époque où les deux amants reviennent sur le devant de la scène, l'abbesse Catherine de la Rochefoucauld s'inscrit ici dans la droite ligne d'Héloïse, la première mère supérieure, avec une mémoire partisane qui célèbre le premier abbé du Paraclet, Abélard. En 1701, Catherine de la Rochefoucauld avait en effet décidé la création dans le cœur des religieuses du Paraclet d'un tombeau à la mémoire des deux fondateurs, une sorte de cénotaphe au sommet duquel elle place une statue de la Trinité, du Dieu triple en un, et au sommet et sur lequel elle fait apposer la plaque de marbre noir qui retrace la vie d'Héloïse et Abélard, annonçant qu'ils sont réunis dans ce sépulcre.
L'annonce fut probablement prématurée car les cercueils restèrent dans leur caveau jusqu'à la Révolution. À la Révolution, avec le vandalisme révolutionnaire, les restes ont été évacués par Alexandre le Noir pour éviter des détériorations. Et c'est ainsi que les restes d'Héloïse et Abélard finissent par se retrouver au Père-Lachaise à partir de 1817. C'est donc ce texte dont la copie en marbre blanc est aujourd'hui lisible, vous l'avez sous les yeux, au Père-Lachaise. On y eut une confusion entre la date de rédaction probable de l'ouvrage de théologie d'Abélard, 1120, et la tenue du concile, 1121. Il est intéressant de noter que l'inscription 1817, qui reproduit le texte de Catherine de la Rochefoucauld du début du XVIIIe siècle, n'a pas modifié l'erreur. Signe d'une mémoire confuse, souci de reproduire à l'identique, ou indication que la chronologie des événements n'a pas encore été durablement fixée au début du XIXe siècle. Il est également question de la mort d'Abélard en 1143, alors qu'on s'accorde plutôt sur 1142 aujourd'hui. Cette dernière possibilité est plausible, puisqu'Abélard et son œuvre sont beaucoup mieux connus au XIXe siècle, notamment grâce aux travaux de Rémusat, et aussi Michelet. J'ai surtout parlé à l'échelle nationale, je voudrais terminer quand même par évoquer l'échelle locale, avec cette première condamnation d'Abélard qui a conservé une trace avec deux ouvrages sur Soissons d'érudits locaux, dont je vous ai mis deux extraits et qui sont marqués par la raison, le rationalisme qu'on pouvait observer au XIXe siècle. Ces deux extraits qui relatent l'histoire de Soissons, je lis rapidement le début du premier extrait. Le zèle farouche des Soissonnais faillit devenir funeste à un théologien bien autrement illustre que Rosselin. Pierre Abélard, le plus grand philosophe qui eût paru en Occident depuis la ruine de la civilisation antique, faisait en ce temps-là retentir toute la chrétienté de son nom et de ses œuvres. Les cloîtres de Notre-Dame, de Saint-Victor de Paris, de la cathédrale de Langres, l'école de Melun, et tour à tour était le triomphe de ses enseignements et de ses triomphes. Il appliquait sa science et son génie à l'étude des dogmes et des mystères, non pour les attaquer, mais pour les expliquer, et s'efforcer de retrouver leur sens métaphysique obscurci durant les siècles d'ignorance. La plupart des théologiens s'ameutèrent contre lui, on le traita de sacrilège et d'hérétique. Les uns crièrent qu'il prêchait trois dieux, les autres qu'il repoussait la distinction des trois personnes dans la Trinité, comme s'il pût être à la fois coupable de polythéisme et de théisme anti-trinitaire. L'autre ouvrage, celui de Jean Leroux, évoque l'acte de fanatisme où, en 1114-1115, on a brûlé sommairement des hérétiques, et il dit « Cet acte de fanatisme fut sur le point d'être renouvelé 7 ans plus tard sur la personne du célèbre Abélard. Il s'en fallut de peu que cet infortuné ne fût lapidé. » Il n'est peut-être pas inintéressant de noter que Jean Leroux, dont l'ouvrage, seules quelques lignes font état de ce concile de 1121, a classé ce chapitre dans justice populaire et non ecclésiastique. Vox populi, vox dei. L'ordalie demeure en effet encore en usage à cette époque pour démasquer les hérétiques, et il faudra attendre le concile de la 34 pour que ceci soit interdit. Soissons est ainsi vu au prisme et relu au prisme de certaines préoccupations dix-neuviémistes, entre romantisme et rationalisme, entre passion et raison. Pourtant, malgré le fait pour Héloïse et Abélard d'être en ce siècle à la mode, il semble bien, à l'instar du concile de Soissons, que ce soit plutôt la connaissance approximative qui prévale encore, ainsi que l'atteste l'entrée Abélard dans le dictionnaire des idées reçues ou catalogue des opinions chics de l'écrivain Gustave Flaubert, mort en 1880 et dont cet ouvrage est publié à titre posthume en 1911. Il y affirme ainsi avec malice « Abélard, inutile d'avoir la moindre idée de sa philosophie, ni même de connaître le titre de ses ouvrages. Faire une allusion discrète à la mutilation opérée sur lui par l'oncle d'Héloïse Fulbert,
quant au tombeau d'Héloïse et d'Abélard, si l'on vous prouve qu'il est faux, s'écrier, vous m'ôtez mes illusions. En conclusion, je voudrais redonner la parole à l'accusé. Fièvre de la honte, fièvre de la douleur, pardon, confusion de la honte, trouble du désespoir, tout ce que j'éprouvais alors, je ne saurais l'exprimer aujourd'hui. Je rapprochais le supplice infligé à mon corps des tortures de mon âme, et je m'estimais le plus malheureux des hommes. Comparé à l'outrage présent, la trahison d'autrefois, il parle de sa castration, me paraissait peu de choses, et je déplorais moins la mutilation de mon corps que la flétrissure de mon nom. J'avais provoqué la première par ma faute. La persécution qui m'accablait aujourd'hui n'avait d'autre cause que l'intention droite et l'attachement à la foi qui m'avaient poussé à écrire. Ainsi s'exprime Abélard dans l'histoire de mes malheurs, pour qui, à ses yeux, la castration fut moins douloureuse que de devoir livrer au feu son ouvrage. Entre la mutilation du corps et celle de l'esprit, Abélard semble réagir en intellectuel qu'il est. Si l'on revient au lundi d'histoire, déjà cité, Guillaume Brichon observait ceci, l'auteur de la biographie de référence sur Héloïse. Il y a un phénomène tout à fait curieux qui montre bien que l'intellectuel est en train de naître à cette époque, c'est le concile de Soissons. Les procédures qui sont utilisées à ce moment-là n'en sont pas. Or, à Soissons, on a une belle expérience du traitement des hérétiques quelques années avant. Il y a eu des problèmes, cela a été réglé, suivant les techniques les plus traditionnelles. Et là, ça ne fonctionne plus. Justement parce qu'on a affaire à un cas qui sort des cadres, c'est celui de l'intellectuel. Alors Abélard, doit-il son supplice à sa haute stature? Il n'a pas été victime que d'un anti-intellectualisme primaire. Au contraire, un milieu d'intellectuels voit le jour au XIIe siècle, au cours duquel la procédure de recherche des hérétiques se professionnalise. Plutôt que de s'en remettre au seul jugement de Dieu, que l'orgalie est censé garantir, les autorités religieuses confient l'objectif de débusquer les dissidents à des maîtres et s'appuient sur leur évaluation. Albéric et Lotus, à Soissons. Ce qui suscite en retour la naissance progressive d'un groupe d'experts à l'envergure certes moindre qu'Abélard, sollicités comme garant de l'orthodoxie. Le concile de Soissons, comme l'écrivait Pietro Zerbi, mérite un relief plus important que celui qu'il a obtenu jusqu'à présent, car à certains égards, il semble bien être un observatoire privilégié de la généralisation du gouvernement de l'Église depuis la réforme grégorienne, avec les maîtres dont l'expertise garantit la bonne foi, et les légats, instruments de la monarchie pontificale, qui s'appuient sur les autorités locales et s'imposent par la suite à elles. Signe supplémentaire d'évolution vers une société de persécution, à moins que ce qui se trame à Soissons ne traduise plus prosaïquement une affaire de règlement de compte, de querelle d'ego, plus que d'un véritable procès en hérésie. Abélard est-il alors une victime collatérale de l'affirmation de l'autorité de la papauté, au détriment des formes anciennes des délibérations ecclésiastiques? Entre les deux, une réponse abélardienne, du nom d'un de ses ouvrages, est peut-être possible. Sic et non, oui et non. Dans cet ouvrage, il fait moins appel à la raison et davantage aux autorités. C'est peut-être un signe, selon Constantinus, qu'il a entendu ce qui lui a été reproché à Soissons. Pour terminer, en guise d'ouverture, si vous me le permettez, c'est peut-être par la fiction que nous toucherons du doigt ce qui peut se jouer à Soissons. Dans Le Nom de la Rose, que vous connaissez probablement tous, dans l'ouvrage d'Umberto Eco, prend place un dialogue où Abélard, dans un dialogue fictif entre Jorge de Burgos, le vieux moine aveugle, représentant de la tradition la plus obscurantiste, et Guillaume de Baskerville, esprit ouvert à la raison nouvelle. Le bénédictin, Jorge de Burgos, s'adresse ainsi aux franciscains, qui défend la légitimité de douter. Abélard disait
c'est peut-être ce qui a un peu inspiré Umberto Eco. C'est une des formules les plus célèbres d'Abélard dans le Sic et Non, vers 1125. Le doute amène l'examen, et l'examen, la vérité. Donc, Guillaume de Baskerville défend la légitimité de douter. Réponse de Jorge de Burgos: je n'en vois pas la raison. Quand on doute, il faut s'adresser à une autorité, aux paroles d'un père ou d'un docteur, et toute raison de douter cesse. Vous m'avez l'air bien imprégné des doctrines discutables, comme celle des logiciens de Paris. Mais Saint Bernard sut intervenir à bon escient contre Abélard le Châtré, qui voulait soumettre à tous les problèmes à l'examen froid et sans vie, une raison dénuée de la lumière des Écritures. Vénérable Jorge, vous me paraissez injuste quand vous traitez Abélard de Châtré, car vous savez qu'il encourut une aussi triste condition à cause de la mauvaiseté d'un autre, à cause de ses péchés, à cause de son orgueil, placé dans la confiance en la raison de l'homme. Foi affadie par un usage trop grand ou jugé présomptueux de la raison, au détriment du secours des autorités. Péché d'orgueil, n'est-ce pas là un bon résumé de ce qu'on a reproché à Abélard de son vivant, que ce soit à Sens ou à Soissons? Je vous remercie de votre attention.